Eh bien, nous allons clôturer cette journée avec la dernière session plénière qui porte sur un autre sujet très passionnant, la finance moteur ou frein du partage de la valeur. Et j'invite Isabelle Moreau, directrice de la rédaction du pôle social RH chez AEF Info, de me rejoindre sur scène. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que la salle va se remplir un petit peu plus. Certains doivent être encore au cocktail, donc on va attendre que les personnes arrivent, le temps que tout le monde me rejoigne sur scène. Donc j'invite à me rejoindre Louis Marguerite, Thibault Langsade, Raphaël Bertolon, Denis Ferrand et Mathieu Chauvin. Venez me rejoindre. Alors, la dernière thématique de la table ronde de ce soir, c'est la finance, moteur ou frein du partage de la valeur. Alors, comme vous le savez, la question du pouvoir d'achat est dans toutes les têtes, mais le compte y est-il vraiment ? Le regain d'inflation, on le sait, a modifié le cadre des négociations annuelles dans les entreprises et dans les branches, et c'est dans ce contexte que le projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, qui a été conclu, lui, le 10 février 2023 entre les syndicats, à l'exception de la CGT et le patronat, a été voté le 29 juin à l'Assemblée nationale. Donc le texte va revenir à la rentrée devant les sénateurs. Rappelons-le pour ceux qui n'auraient pas suivi de près ce sujet, qu'il a pour objectif de dynamiser le partage de la valeur en entreprise, tout en rappelant le principe de non-substitution en vertu duquel les sommes versées au titre du partage ne doivent pas se substituer au salaire. La principale mesure du projet de loi consiste à obliger les entreprises de 11 à 49 salariés à instaurer un mécanisme de partage de la valeur dès lors qu'elles ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires durant 3 années consécutives. Et les entreprises concernées devront mettre en place une participation, un intéressement ou une prime. Donc un beau sujet sur lequel vont plancher donc les 5 intervenants. Donc Louis Marguerite, qui est à mes côtés, est député Renaissance de Saône-et-Loire, rapporteur du projet de loi sur le partage de la valeur. Thibault Langsade, qui est juste à côté de lui, ancien vice-président du MEDEF et actuel président de l'URSSAF. Il est également PDG du groupe Lumines. Raphaël Bertolon, ancienne chef de file de la délégation CFE-CGC lors de la négociation sur le partage de la valeur et également membre du comité intersyndical de l'épargne salariale, le CIES. Denis Ferrand, qui est DG de Rexecode. Et Mathieu Chauvin, DG d'ERES. Alors c'est avec vous, monsieur le député, que nous allons démarrer cette séquence. Alors je crois que vous avez tous un micro. Donc vous avez été également rapporteur avec Eva Sass d'une mission d'information sur l'évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur. Est-ce que le texte qui a été voté donc le 29 juin à l'Assemblée va dans la bonne direction ? Et je reprends également une phrase que vous avez citée. Est-ce véritablement la plus grande loi de partage de la valeur depuis la création de l'intéressement par Charles de Gaulle en 1959 et de la participation en 1967 ? Ça, vous l'avez dit récemment à l'Assemblée nationale. Bonjour à tous, merci de votre invitation. C'est fait plaisir de voir que vous citez les bons auteurs en tout cas, mais en l'occurrence, la recherche qu'on a faite, il nous semble que oui, je vais y répondre dans un instant. D'abord, pourquoi cette loi elle est très importante ? Elle est très importante à double titre. À la fois sur le fond, vous l'avez un peu évoqué, mais j'imagine qu'on y reviendra dans notre débat, et je salue évidemment tous les participants de cette table ronde, mais également sur la méthode de travail qui a été adoptée, et je crois que c'est un excellent prélude à beaucoup d'autres sujets qui seront mis sur la table, et il y en a de nombreux qui sont déjà mis sur la table. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est une discussion qui a été lancée, en tout cas ouverte, par le gouvernement à l'automne dernier, à peu près au mois d'octobre, sur un sujet qui en réalité avait assez peu de chances d'aboutir. Je ne veux pas caricaturer les positions, mais on avait d'un côté les syndicats de salariés, enfin les partenaires sociaux, qui nous disaient qu'en fait on n'était pas du tout sur le sujet, qu'il fallait des augmentations de salaire en dur, et j'imagine qu'on y reviendra. Et de l'autre, les organisations patronales qui expliquaient qu'on était déjà d'assez bons élèves, ce qui est par ailleurs la réalité, parce qu'on a déjà des outils assez développés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire mieux, c'est l'objectif de la loi, mais qu'en réalité, voilà, ça ne nécessitait pas d'aller plus loin.
Et donc, en fait, ils ont discuté et on pensait franchement qu'ils n'allaient pas y arriver. C'est chose faite au mois de février, dans un contexte que je ne vous redécris pas, qui n'était pas simple pour personne. Donc, le dialogue social a bien marché sur ce terrain-là. A bien marché, et je pense qu'il manquait un peu une dernière pierre qui était est-ce que le gouvernement et le Parlement, donc l'Assemblée nationale que j'ai l'honneur de représenter, étaient capables de transcrire fidèlement, exhaustivement les accords, ce qui ne va pas de soi parce que ça frustre toujours un peu le parlementaire. Moi, ça fait un an que j'ai certains pensent être squeezés, effectivement, mais ça, je crois que notamment le MEDEF avait demandé, il fallait que ce soit vraiment retranscrit à l'identique. En tout cas, moi je salue évidemment l'ensemble des députés parce qu'il a été voté très largement et donc je trouve que c'est aussi un très bon signal à la fois du Parti socialiste jusqu'au groupe des Républicains et il a été voté assez largement. Ça prouve qu'on est capable de s'en tenir à un accord. Il y a eu quelques ajustements d'ailleurs qui ont été discutés pendant les travaux parlementaires entre organisations syndicales, organisations patronales, on y reviendra sans doute. Et donc on a eu ce texte adopté très largement. Je crois que c'est très important et un très bon signal qu'on envoie au dialogue social et pour de nombreux autres sujets, comme je disais. Pour répondre directement à votre question, il me semble que oui, il y a eu évidemment des améliorations qui ont été faites, notamment la loi Pacte qui a supprimé le forfait social sur l'intéressement, qui a donné lieu d'ailleurs à beaucoup de nouveaux accords d'intéressement, et c'est très important évidemment de conserver tel quel. Et on n'a pas touché d'ailleurs à la fiscalité, en tout cas pas dans le texte, et on n'a pas vocation à le faire. Et en revanche, un texte qui touche aussi durablement, c'est-à-dire qui permet à beaucoup plus de salariés, en particulier les salariés de 11 à 49 salariés, et puis on parlera aussi des bénéfices exceptionnels, qui touchent aussi durablement. Ça n'était pas arrivé en effet depuis ces lois, donc en tout cas on peut s'en féliciter et c'est vraiment de très bon augure pour la suite. Bien, merci. Effectivement, il y a des points sur lesquels on va revenir. Alors Thibault Langsad, vous êtes le théoricien du dividende salarié et vous avez inspiré l'ANI sur le partage de la valeur, puis la loi dont on vient de parler. Est-ce que les dispositions, les mesures qui ont été votées répondent un petit peu à vos attentes ? Bon, d'abord, on peut se féliciter de cet accord, qui est effectivement historique compte tenu du fait que les écarts étaient très forts au départ. Il est vrai que les organisations syndicales ont toujours eu beaucoup de réticence à évoquer l'intéressement et la participation. Ce sont des dispositifs qui sont dénués de contributions patronales et sociales, qui peuvent porter un risque de cannibalisation sur les salaires auxquels il faut être attentif, et puis bien évidemment qui ne financent pas le paritarisme compte tenu du fait qu'ils sont dénués. Donc il y avait déjà une forte réticence à développer et à mettre en place ces dispositifs. Le second point, c'est que le fruit de cet accord montre tout de même la volonté de renforcer le partage de la valeur. Sinon, il n'y aurait pas eu d'accord. Alors, le gouvernement a été très entraînant, on va dire, sur la capacité à faire en sorte qu'il y ait un accord par les partenaires sociaux, qui était effectivement jugé improbable par le président du MEDEF quelques semaines avant, mais qui montre tout de même que la volonté de mieux répartir la richesse était quand même quelque chose de prégnant. Alors, ils n'avaient pas été revus depuis plus de 50 ans, néanmoins, c'est pas tout à fait exact dans le sens où ces dispositifs ont été soumis à des forfaits sociaux importants puisqu'il est monté jusqu'à 20% et c'est le premier gouvernement d'Emmanuel Macron qui l'a supprimer le forfait social, notamment pour le rendre plus attractif pour les TPE-PME, pour les entreprises de moins de 250 salariés. Dans un contexte de crise des Gilets jaunes, dans un contexte également d'instabilité sur les retraites et dans un contexte de crise sanitaire, et on n'a pas vu pleinement les dispositifs s'exprimer, même si depuis ces derniers mois, et on en parlera, on voit qu'il y a une montée importante de la part des chefs d'entreprise pour essayer de mieux distribuer. Ce que je dis dans cette entente, c'est que le partage de la valeur est quelque chose qui est quand même très prégnant, surtout dans un contexte où le pouvoir d'achat est mis à mal dans la situation actuelle. Et donc il y a tout de même une volonté très forte de la part des Français, de la part des salariés, de s'intéresser à ces dispositifs. Et c'est pour ça que c'est heureux que cette ANI soit sortie. Maintenant, on rentrera peut-être dans le détail des différents dispositifs. C'est une trajectoire. Il ne faut pas oublier que c'est un consensus qui a été trouvé par les partenaires sociaux. Donc certains diront qu'il est incomplet, certains diront qu'il est allé trop loin, mais c'est un consensus. Et ce consensus, il faut le respecter. Il y aura une appréciation à apporter une fois que le dispositif aura été étalonné une fois qu'il aura été mis en place par les entreprises, et puis on regardera et on tirera un bilan. Oui, c'est une vraie avancée, parce que c'était pas simple pour les organisations patronales d'accepter qu'il y ait un dispositif contraignant pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce qui était au départ un dogme qu'il ne fallait pas franchir.
il a été acté. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'était quelque chose de compliqué pour les organisations syndicales de reconnaître pleinement ces dispositifs d'intéressement et la participation. Après, il y a un dispositif qui est un plan de partage de la valeur, qui est sur le fond extrêmement intéressant parce que toutes les entreprises n'ont pas la capacité de pouvoir ouvrir leur capital aussi aisément qu'une entreprise cotée, bien évidemment, c'est un pléonasme, mais des entreprises de taille intermédiaire familiale qui ont des capitaux qui sont complexes. Et donc là, sur ce plan de partage de la valeur, il est bien évidemment pertinent. J'ai quelques inquiétudes sur la mise en place opérationnelle de ce dispositif. Connaissant à la fois notre administration et étant un représentant d'une entreprise délégataire d'une mission de service public, il faut que ces dispositifs soient pleinement sécurisés pour les chefs d'entreprise s'ils veulent être utilisés. Et une des difficultés que l'on a eues par le passé sur les instruments d'intéressement et de la participation était l'instabilité fiscale qu'il pouvait y avoir, compte tenu du fait que le forfait social a navigué sur des hauts et sur des bas. Et puis, ce sont des dispositifs qui attirent parfois un peu de méfiance, un peu de défiance, tant du chef d'entreprise ou de son écosystème, de peur de se faire contrôler, de peur de ne pas respecter la règle, quand bien même il a la volonté de le faire. Et puis, bien évidemment, des organismes de contrôle qui vont regarder la légalité du dispositif. Et donc, beaucoup de choses ont été faites pour le simplifier. On verra par la suite s'il y a encore des dispositifs qu'il faut simplifier, mais également le gouvernement Philippe avait assoupli les dispositifs et on est incontestablement sur une bonne voie pour faire en sorte que ces dispositifs soient accessibles, et c'est ça en partie l'enjeu. Il y a à peu près 3,5 millions de salariés issus de TPE-PME qui n'ont pas de dispositif de partage de la valeur, ce qui n'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a quand même eu des primes dites Macron qui ont évolué et qui ont permis de pouvoir compenser. Néanmoins, ce sont aujourd'hui des dispositifs que les chefs d'entreprise doivent mettre en place, s'accaparer et qui permettront d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés. Merci Thibault Langsade. Raphaël Berthelon, alors je disais tout à l'heure, vous êtes l'une des signataires de cet accord national interprofessionnel. J'ajoute que vous êtes également membre de la commission consultative des épargnants de l'AMF. Alors, quel lien faites-vous entre finance et partage de la valeur? La finance, c'est vraiment la thématique de ces journées. Pour vous, comment on peut mêler les deux de manière intelligente? En fait, si on repart de la définition du partage de la valeur, c'est une notion beaucoup plus large que le partage des profits. Et l'accord l'a dit qui a été signé selon la lettre de cadrage du ministre Olivier Dussopt. En fait, on avait, je dirais, concentré la portée sur plutôt, on va dire, partage des profits. Et nous, on a été signataires. J'aime bien l'idée, je rebondis un petit peu, pardonnez-moi, avant d'arriver à la réponse à la question, de trajectoire. C'est tout à fait le sens qu'on a voulu donner à notre signature, dans le sens où pour nous, c'était une première marche, mais le partage de la valeur, comme je disais, c'est quelque chose de très large qui va en fait répartir la valeur entre les différents contributeurs de la création de valeur. Et la finance y est à deux titres. Elle y est dans sa fonction d'investisseur, donc de détenteur de capital. Ça, c'est la première fonction, parce qu'elle participe à la création de richesses, au même titre que les salariés aussi, qui vont recevoir aussi, qui sont destinataires par leur rémunération du partage de la richesse. Et puis il y a l'entreprise qui va investir et donc qui par ses investissements est bénéficiaire du partage de la valeur. Et puis on retrouve la finance avec là la fonction, tout à l'heure je parlais de la fonction d'investisseur, là la fonction de prêteur, parce que quand il y a des investissements, parfois on va voir son banquier pour faire qu'un crédit. Et enfin, je n'oublie pas le cinquième bénéficiaire qui est l'État et les collectivités qui financent par les infrastructures, permettent la création de valeur. Donc on voit qu'en fait c'est un sujet qui est beaucoup plus large que le partage des profits, et qui, quelque part embarque le sujet de ce que nous, on va défendre et porter, de cohésion sociale, de quasiment faire société. Et la finance est importante parce que donc elle contribue, et en même temps, c'est elle qui va peut-être être à la manœuvre
pour la manière dont va s'effectuer ce partage. C'est-à-dire, en tant qu'investisseur, ça va être les dividendes versus rémunération, investissement, pour citer les trois principaux. Et donc, on sait que la finance, s'il y a trop de déséquilibre, en fait, c'est nuisible à la croissance. Et en fait, on a besoin justement d'un bon équilibre de ce partage de la valeur pour avoir une croissance durable. Et dernière chose, c'est que le paramètre en fait qui rentre en ligne de compte, puisque la question c'est frein ou moteur, j'ai envie de dire ça dépend, parce que en fait ça dépend d'une fonction qui est la fonction temps. Et ce qui a beaucoup déséquilibré, c'est qu'en fait il y en a beaucoup qui sont pour avoir du résultat tout de suite et qui va pousser au déséquilibre. Et c'est là, ça sera peut-être l'objet du deuxième temps, mais que l'épargne salariale, notamment, qui est une épargne de long terme, peut influencer et justement être un moteur du partage de la valeur. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Denis Ferrand, d'un point de vue macroéconomique, est-ce que le partage de la valeur ou plutôt du résultat de l'entreprise a des conséquences sur les évolutions de salaire ? Parce que c'est vrai que dans un contexte inflationniste, on a vu les demandes d'augmentation de salaire augmenter énormément parce que l'inflation était importante. Alors vous dites, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit attention, il ne faut pas tout confondre. Le partage de la valeur vient bien en complément des hausses de salaire. Oui, effectivement. D'ailleurs, ce qui s'est passé depuis maintenant 2 ans est quand même très, très intéressant. C'est combien, d'une certaine manière, les dispositifs de partage de la valeur, ou plutôt, pour le coup, la prime Macron a été fortement actionnée au cours de l'année dernière comme un levier de flexibilité qui est intervenu au cours d'une année qui a été pour le moins surprenante. L'an passé, début 2022, si on se projette un petit peu en arrière, début 2022, vous aviez très peu d'entreprises qui anticipaient, qui ont été passées dans un régime d'inflation durable. C'était encore le moment où tout le monde envisageait qu'on était sur une inflation temporaire. Et résultat, les négociations salariales qui se faisaient début 2022 n'embarquaient pas une anticipation de progression d'inflation aussi importante. Et quand on arrive à la fin de l'année 2022, là on constate que cette inflation est de nature beaucoup plus durable. Et à ce moment-là, eh bien, une manière d'amortir le choc de pouvoir d'achat que subissaient les salariés a été d'actionner les primes. Et d'ailleurs, ça a tellement bien amorti que quand vous regardez l'évolution des salaires hors et y compris primes, eh bien, vous avez 2 points d'écart d'évolution salariale. Et ces 2 points d'écart permettent d'annuler la perte de pouvoir d'achat subie par les salariés au niveau de l'ensemble du secteur marchand. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de baisse, mais vous avez en gros une progression du salaire moyen par tête l'année dernière qui a été de 4% hors prime. Quand on le prend y compris prime, à la fin de l'année 2022, on était à 5,8%, c'est-à-dire à peu près comme l'inflation. Donc on voit bien qu'il y a eu dans un premier temps, ça a été un levier de flexibilité très important qui a été actionné. Pour autant, quand on passe dans une seconde année où là, l'inflation est perçue comme étant désormais durable, eh bien, les critères de la négociation sont en train de changer. Et on voit que ce n'est plus désormais une augmentation de prime qui est demandée, ou en tout cas un versement d'une prime qui est demandé, mais c'est bien d'entériner dans les évolutions salariales cette transformation du régime de prix, cette transformation vers une inflation plus élevée, de sorte qu'on arrive désormais à une progression d'un indice du salaire mensuel de base, premier trimestre 2023, qui progresse de 4,7% et qui a connu quand même une évolution significative. Maintenant, pour ce qui concerne le partage de la valeur en elle-même, je pense qu'il y a peut-être 3 points qui sont importants à faire pour planter quand même des éléments de décor. Un, en 30 ans, il n'y a eu aucune déformation du partage de la valeur en défaveur des salariés. Il peut y avoir des partages entre l'emploi et les salaires. Et l'année dernière, on a fait beaucoup d'emplois relativement à la valeur ajoutée. Et moins de salaire alors. Et moins de salaire. En fait, on a fait presque plus de salaires collectifs que du salaire individuel. Et pour compenser le fait qu'il y avait peu de salaires individuels, il y a eu le recours aux primes. Deuxième point, quand on regarde le comportement en France sur les dispositifs de partage de résultats, la France est dans le trio de tête des pays dans lesquels ce type de dispositif est le plus répandu. Je crois qu'il doit y avoir la Slovénie devant nous, et la plupart des grands pays européens sont plutôt derrière nous. Donc on est déjà bien doté en termes d'outils
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas envisager la généralisation, bien au contraire, mais il y a déjà des outils qui sont importants et qui sont à actionner. Et puis, troisième point, quand on regarde la distribution de primes, eh bien sous quelque forme que ce soit, je prends vraiment les primes d'un point de vue global, on se rend compte que les primes sont un facteur de réduction d'inégalités plus importante que les salaires. En gros, la proportion de primes qui vont aux 3 premiers déciles de salaire, enfin de ceux qui reçoivent une prime, cette proportion est de 15% de l'ensemble des primes allouées, là où les 3 premiers déciles en termes de salaires distribués ne reçoivent que 8% des salaires. Et donc vous avez une déformation de la distribution des primes qui bénéficient plus à ceux qui sont dans le bas de la distribution que cela n'est le cas pour les salaires. Et donc c'est aussi cette dimension du partage de la valeur qui me semble devoir être prise en compte au moment de penser ces dispositifs. Bien, merci beaucoup. Mathieu Chauvin, c'est à vous de prendre également la parole. Donc vous êtes président de l'une des sociétés leaders de l'épargne salariale. Alors, pareil, vous conseillez vos clients sur ces sujets-là. Quel regard vous portez sur ce texte-là? Et par exemple, depuis là, les derniers mois, comment vous voyez les choses évoluer? Oui, effectivement. Alors nous, ça fait maintenant près d'une quinzaine d'années qu'on œuvre pour faire la promotion de ces systèmes d'épargne salariale auprès des PME, auprès des très petites entreprises des PME. C'est un travail de longue haleine, aidé successivement par plusieurs dispositifs réglementaires, puisque cette histoire de l'évolution des mécanismes du partage de la valeur remonte maintenant à la loi Fabius en 2001. Elle a connu pas mal de plans successifs et d'amélioration continue. Ce dernier volet est extrêmement fondamental de rendre cette obligation pour les entreprises de 11 à 50. C'est absolument fondateur d'un nouveau pas vers davantage de démocratisation de ces dispositifs dans toutes les entreprises françaises. Les très grandes le font déjà depuis longtemps, elles sont toutes équipées. Les moyennes et intermédiaires également. Celles qui sont complètement absentes ou presque de ce sujet-là, c'est la très petite entreprise et la petite PME. On estime que le taux d'équipement de celles-ci est inférieur à 20%. Et on vient de 16% 10 ans en arrière. Donc le moindre point d'équipement supplémentaire est difficile à aller chercher. Il est difficile à aller chercher parce que pour aller toucher la très petite entreprise, on parle de l'officine de pharmacie du coin de la rue dans la ville de Montauban, on parle de la petite PME qui fait de l'impression à Chalon-sur-Saône. On peut en prendre plein des petites entreprises comme ça, mais pour aller les toucher, il faut qu'il y ait des relais pour expliquer aux chefs d'entreprise comment s'y prendre. Et c'est pas si simple que ça. Et pour autant, on cherche, et les dispositifs réglementaires successifs n'ont eu de cesse que de chercher à simplifier ces mécanismes. Et ça, c'est absolument fondamental. Et donc le chef d'entreprise, il doit trouver un correspondant qui peut l'aider. Alors, c'est pas le rôle aussi des experts comptables? Le correspondant légitime pour lui en parler, c'est son expert comptable. Oui, c'est ça. La profession de l'expertise comptable, elle y vient aussi très doucement. Et donc il y a tout un travail d'évangélisation de cette profession-là aussi pour qu'il porte la parole et qu'il porte le discours. Et tout ça, c'est un travail effectivement qui porte ses fruits avec le temps. D'autres acteurs qu'on pourrait estimer légitimes sur le sujet sont les réseaux bancaires. Mais les réseaux bancaires, on le constate, sont relativement peu formés aussi à la matière et ils ont énormément du mal à manipuler la complexité sous-jacente à la propagation de ces dispositifs-là. Donc c'est quand même un sacré pari, cette loi. Donc il faut entretenir tous ces relais qui sont en capacité d'aller parler aux chefs d'entreprise. Et nous, c'est ce que l'on fait toute l'année en formant des gens qui parlent et qui vont expliquer aux chefs d'entreprise comment s'y prendre pour mettre en place des mécanismes d'intéressement, des mécanismes d'abondement dans les plans d'épargne d'entreprise. Et ça, c'est un travail qui nous occupe aujourd'hui à 110% et qui a pris des tours très significatifs depuis la loi Pacte, puisque quand on supprime le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés qui font de l'intéressement en 2019 avec
avec la loi Pacte, c'est un vrai élan qui vient donner un argument irréfutable pour faire et convertir le chef d'entreprise. Donc c'est une excellente chose pour répondre à la question, ce dispositif. La simplification est une bonne chose. Sa démocratisation à toutes les entreprises est absolument nécessaire pour qu'elle touche tous les salariés. Et derrière, il y a quand même un énorme challenge à accomplir pour réussir à transformer notre essai collectif. Parce que le risque, c'est finalement que les chefs d'entreprise recourent à la prime de partage de valeur, qui est peut-être moins compliquée que la mise en place des 2 autres dispositifs. Alors, c'est pas un risque, je pense pas. En tout On cas, connaît des entreprises qui le font, bien sûr. Je pense que la prime de partage de la valeur, elle a été très bien utilisée dans la période qui avait son enjeu de pouvoir d'achat immédiat. Elle était absolument essentielle pour traiter cet enjeu-là. C'était un outil indispensable pour ça. L'intéressement ou les mécanismes de participation sont d'autres outils qui répondent à d'autres objectifs, qui nous permettent de définir des critères de performance à atteindre pour déclencher une prime qui est distribuée à tous les salariés, et c'est probablement ce caractère extrêmement collectif du dispositif qui aide justement à ce que ces primes, elles touchent avant tout le bas de l'échelle, et ça c'est absolument fondamental puisque ça permet de distribuer des primes à des gens qui autrement n'en auraient jamais perçu. Et ces mêmes personnes-là, pour beaucoup d'entre elles, c'est leur première source d'épargne et leur premier motif de constituer leur premier euro d'épargne dans leur construction patrimoniale. Et là, on en vient à l'enjeu de la finance, c'est comment la finance est au service de ces épargnants pour adresser cette épargne très populaire et comment on fait en sorte que le cahier des charges, la feuille de route donnée par le ministre du Travail, M. Dussopt, qui avait dans ses piliers le fléchage de cette épargne vers des enjeux nationaux, puisse aussi se convertir dans les faits. C'est un autre enjeu pour la finance, de savoir réorienter ces flux vers l'épargne solidaire, l'épargne responsable, l'épargne labellisée ISR, etc. On va en parler effectivement. Je pense. Un petit mot peut-être avant, monsieur le député ? Oui, non, c'est ça. Ah mince, normalement il est censé fonctionner. Allô, oui, c'est bon. C'est bon. Non, mais je crois qu'on a eu à l'instant en fait un excellent résumé des débats qu'on a eu en plus long et sans doute en plus pénible d'ailleurs, les débats qu'on a eu à l'Assemblée nationale. D'une part, sur la prime de partage de la valeur, c'est vrai qu'il y a un peu d'effet de substitution, c'est vrai, on l'a un peu touché du doigt. Il y a une étude de l'INSEE qui est sortie, opportunément ou pas d'ailleurs, quelques semaines avant le débat, qui montre qu'il y a un effet de substitution, qu'il y aurait un effet de substitution de 30%. D'abord, il y a évidemment des limites à l'exercice parce que c'est très compliqué d'avoir l'effet de substitution. Ça suppose d'évaluer ce que le chef d'entreprise aurait pu donner en plus d'augmentation de salaire s'il n'y avait pas eu ces dispositifs. Donc voilà, ils ont dit 30%, c'est entre 15 et 40%, on ne sait pas bien, mais c'est à peu près un certain de grandeur. Bon, d'abord, ça montre qu'il en reste quand même un bon 2 tiers quand même, donc c'est quand même relativement significatif, ça reste significatif. Et puis ce qui serait clair, c'est que les entreprises, et en particulier celles de moins de 50 salariés, plébiscitent totalement cet outil. Et c'est la raison pour laquelle dans l'ANI, et on l'a transposé telle qu'elle dans la loi, on l'a voté largement comme je l'indiquais, c'est-à-dire que pour les entreprises de moins de 50 salariés, on a conservé à l'identique le dispositif tel qu'il est en vigueur depuis un an, depuis la loi MUPA, donc la loi que nous avons votée au mois d'août de l'année dernière, et donc qui non seulement, donc la prime de partage de la valeur, elle a un caractère qui est non pas totalement discrétionnaire, parce que j'ai beaucoup entendu de choses en disant on distribue à qui on veut, c'est pas totalement vrai. Il y a des critères d'ancienneté, de temps de présence, donc on doit faire une annonce à l'ensemble de ses salariés. Donc déjà, c'est pas du tout une prime discrétionnaire comme une prime qui est d'ailleurs chargée, socialisée par ailleurs, et le chef d'entreprise a toujours la possibilité de le faire. Ça, c'est le premier élément. Et surtout, on a conservé l'avantage fiscal, y compris contre l'avis du Conseil d'État qui avait émis des réserves sur ce point, qui consiste à dire que jusqu'à 3 SMIC, jusqu'à un salaire inférieur à 3 SMIC, eh bien, on s'est exonéré, en tout cas ce n'est pas taxable, c'est exonéré d'impôt sur le revenu. Et même pour certains parlementaires qui émettaient des réserves en exhibant justement l'étude de l'INSEE, je ne suis pas persuadé qu'ils seraient revenus très à l'aise dans leur circonscription en expliquant qu'ils auraient défendu la fin de la prime de partage de la valeur. Et donc c'est bien ce qu'on a voulu faire, prime de
partage de la valeur plutôt centré sur les entreprises de moins de 50 salariés. Et à partir de 50 salariés, chacun sait bien qu'il y a déjà la participation obligatoire et l'intéressement. Et évidemment, il faut encore développer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, le financement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'au gré des lois depuis 10 ans, à chaque fois, on ouvre la porte à des déblocages anticipés, en tout cas des déblocages plus rapides de ce stock d'épargne. C'est à peu près 160 milliards à peu près à la louche, le stock d'épargne salariale, tout confondu. Et en fait, on a ouvert la possibilité jusqu'à 10 000 € de l'ouvrir l'année dernière, donc ça s'expire d'ailleurs à la fin de cette année. Et en fait, c'est moins de 1 milliard qui sont sortis, à peu près, un peu plus de 1 milliard. Enfin, en tout cas, c'est moins de 1% du stock. Donc on voit bien que ça n'a pas du tout l'effet qui avait éventuellement pu être évoqué il y a un an quand on a voté cette disposition. Donc c'est quelque chose d'ailleurs qu'on n'a pas reconduit parce qu'en fait, on voit bien que c'est souvent, alors c'est pas toujours, mais c'est souvent une épargne de précaution, fléchée, et on a rajouté une obligation d'avoir un deuxième label qui est proposé, vous l'avez évoqué juste à l'instant, et on l'a transcrit tel quel dans le texte. D'ailleurs, ça n'empêche pas qu'il puisse y en avoir plus, hein, bien évidemment, mais en tout cas, au moins 2 labels, enfin en tout cas 2 labels qui permettent d'orienter vers de la finance plus durable, plus verte, etc. Et c'est une bonne chose. Alors, il reste toujours les cas de déblocage anticipé, les accidents de la vie, ou heureux ou malheureux, et également, on y a rajouté, ça c'était aussi dans l'ANI, les travaux pour rénovation énergétique qu'on a mis également dans la loi. Donc on voit bien qu'il y a eu ce débat. Et pour terminer, parce qu'il y a eu aussi un débat, bon, finalement je ne sais pas si on pourra le conclure un jour, c'est prime versus salaire, mais en fait les deux, et personne ne peut penser raisonnablement et objectivement, et en tout cas en essayant d'être intellectuellement un peu honnête, qu'on cherche à faire des primes à la place des salaires. On dit bien sûr qu'il faut inciter à l'augmentation des salaires, et d'ailleurs, vous l'avez rappelé, les augmentations, elles sont entre 3,8 et 4,8% selon évidemment les branches. Et donc, on est effectivement, en général, un gros point en dessous de l'inflation. On voit bien d'ailleurs, quand on compare la Belgique, qu'il y a des systèmes d'indexation automatique, en tout cas beaucoup plus généralisés, que ce n'est pas beaucoup plus efficace parce qu'ils ont une inflation autour de 10 et des augmentations généralisées de salaire autour de 8. Donc, on voit bien qu'on est, en tout cas, c'est une moyenne. Et que c'est un complément utile. La prime de partage de la valeur, c'est par exemple 30% pour des moyennes de 7 à 800 € sur l'année 2022. C'est franchement pas négligeable et c'est des vrais apports complémentaires, en particulier sur les salaires du bas de la fourchette, en tout cas le premier, les 20, 30, 40 premiers % de la distribution des salaires. Donc on a bien eu ce débat, et donc on ne prétend pas que ça va résoudre tous les problèmes de pouvoir d'achat, mais on pense que c'est un bon complément, que c'est un bon levier qu'il faut activer comme beaucoup d'autres. Merci beaucoup. Alors on va rester un instant sur ces dispositions qui visent à promouvoir tout ce qui est épargne verte, solidaire, responsable. Raphaël Berthelon, alors est-ce que tout ça c'est suffisant pour vous, tout ce qui a été mis en place dans le cadre de l'ANI et ensuite de la loi? Et concrètement, est-ce que les salariés pourront connaître les choix que les sociétés de gestion vont décider? Parce que finalement, on leur dit, tiens, il faut placer à tel ou tel endroit, et est-ce qu'ils connaissent tout ça en fait? Alors peut-être pareil, ça va se déclencher. Voilà, c'est bon. Ça marche, oui. Oui, ce que va permettre l'ANI, justement, c'est cette proposition dans l'offre d'épargne salariale de 2 labels, dont un label ISR. Donc comme ça, les salariés épargnants auront le choix. Donc ça, c'est incontestablement un plus, même si on aurait, nous, préféré avoir justement 2 labels ISR et un label solidaire. Et puis la deuxième chose également, donc ça c'est l'article 14 de la loi, qui a été transcrit, l'article 14 de la loi, et l'article 15, qui apporte de la transparence. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'épargne longue, en fait, elle va pouvoir, en tant qu'investisseur, les salariés épargnants, la plupart du temps, en fait, dans les règlements des PE, ils donnent leur droit de vote aux sociétés de gestion. Mais jusqu'à présent, sauf nous dans le cadre du label CIES qu'on gère en tant qu'organisation syndicale, donc en lien avec les sociétés de gestion, le Kidam moyen ne sait pas ce que la société de gestion a voté pour lui en tant qu'investisseur épargnant. Et donc ce que va faire cet article 15, c'est que la société de gestion va rendre compte dans la gouvernance qui est prévue
pour ces fonds d'épargne salariale, les conseils de surveillance, et donc dorénavant l'épargnant sera la politique d'engagement actionnarial pratiquée par les sociétés de gestion. Donc c'est plutôt une très bonne chose en termes de transparence. Voilà, tout à fait. On va vers de la transparence, et donc c'est aussi parce qu'on le voit, il y a de plus en plus de demandes de la part des salariés de donner du sens à leur épargne et de pouvoir avoir une épargne avec laquelle ils puissent agir. Et là, on regroupe avec le système partage de la valeur, parce que effectivement, quand je finance la transition écologique, on peut se dire que c'est un partage de la valeur, mais vu à l'échelle planétaire, ou si je finance, par exemple, sur du système productif, je finance de l'emploi, là, ça sera plus au niveau national, mais ça permet de boucler et de faire la boucle avec le partage de la valeur. Bien, merci pour ces précisions. Denis Ferrand, alors comment la finance peut-elle rendre économiquement efficaces justement les outils de partage de la valeur? Si vous souhaitez rebondir sur ce que vient de dire également Raphaël Berthelon. Alors, le rôle de la finance dans l'activation un peu de l'épargne salariale va dépendre déjà de l'horizon que l'on se donne. Et effectivement, ce n'est pas du tout le même horizon selon que l'on va parler d'un dispositif qui a été actionné fortement, comme on l'a dit, qui est vraiment l'outil de flexibilité par excellence, qui a été la prime de partage de la valeur déployée à la fin de l'année dernière et profondément saisi par les entreprises, ou si l'on va parler de l'intéressement, de la participation, ou encore de l'actionnariat salarié, qui est aussi un autre dispositif que l'on peut envisager dans ce dispositif. D'ailleurs, l'actionnariat salarié est un dispositif qui, au total, est assez peu présent en France, relativement aux autres Européens. Oui, je crois que c'est un de vos regrets. Ouais. C'est-à-dire, autant la France est très mobilisée sur les aspects... Enfin, il y a beaucoup de dispositifs de participation, d'intéressement relativement à l'ensemble de l'Europe. En gros, je crois qu'on est à 1,3% de salariés qui disposent d'un dispositif. Alors comment vous l'expliquez justement cette exception française, entre guillemets, même si on est bon sur d'autres domaines? Peut-être par la surreprésentation, dans un premier temps, des dispositifs qu'il y a, des dispositifs de prise de participation, mais peut-être aussi, est-ce une volonté d'ouverture du capital peut-être moindre? Enfin, et là, ça va renvoyer au mode de négociation à l'intérieur de l'entreprise. Donc là, il y a un jeu aussi de partage du pouvoir qui peut être important. Et donc la finance, en fait, la manière dont elle va pouvoir activer l'ensemble des dispositifs va vraiment dépendre de l'horizon que l'on emploie. Ça ne c'est pas du tout la même chose que de proposer des solutions face à des primes de partage à valeur ajoutée qui effectivement vont plutôt se retrouver dans de l'épargne de précaution et qui donc ne se projettent pas forcément très loin, ou alors si on est dans de la participation, dans de l'intéressement, pour lesquels il va falloir proposer des solutions, certes ISR, mais également avec des solutions de rentabilité et de conciliation d'enjeux de transition, de financement de la transition énergétique. Donc la finance a un rôle qui est celui quand même déjà dans un premier temps d'apporter du rendement et ensuite d'y associer des orientations claires quant au financement d'activités de transition énergétique en particulier. Très bien, merci. Mathieu Chauvin, alors pour vous, le fait que les partenaires sociaux n'aient pas fixé de montant obligatoire de partage de la valeur, c'est plutôt une bonne chose. Parce que lorsque, pareil, on a échangé avant cette table ronde, vous m'avez dit si on avait fixé les règles de manière hyper précise, c'était pas forcément une bonne chose, notamment pour les petites entreprises. Alors justement, vous regrettez, on vient d'évoquer le sujet, que le texte ne soit pas allé plus loin sur l'actionnariat salarié. Alors, comment on aurait pu faire? Et est-ce que, justement, alors ce texte, c'est peut-être un début, première marche, et que peut-être que par la suite, il y aura d'autres mesures qui seront mises en place? Alors ça appelle plusieurs réponses. La première sur pourquoi je dis que c'est plutôt une bonne chose qu'il n'y ait pas eu de montant minimum fixé par ce texte. À partir du moment où vous créez une obligation pour cette tranche d'entreprise de 11 à 50, l'obligation est contraignante par définition et elle permet de poser les bases d'une obligation de se projeter dans une logique de partage. Mais elle n'oblige pas à distribuer un montant minimum. Et ça, c'est à mon avis assez fondamental pour son adoption et son acceptabilité. Ça ne fera pas peur, en fait. En tout cas, après, il y aura besoin de tirer le trait. On parlera du bilan et de comment est-ce qu'on a des entreprises qui jouent le jeu et d'autres qui jouent moins le jeu. Et ça, on regardera comment ça se comporte. Mais
quand je disais tout à l'heure qu'il y avait 20% des entreprises qui étaient déjà équipées, ça veut dire qu'il y a déjà 20% de bons élèves sur ce segment-là. Celles-ci, elles se servent de ces outils comme un facteur d'attractivité dans leur package de rémunération globale. Elles expliquent aux personnes qu'elles recrutent qu'elle dispose déjà d'un dispositif de partage de la valeur, qu'en moyenne, les années précédentes, il a pu distribuer X% de la rémunération ou X euros, etc. Et ça leur fait un argument pour convaincre un candidat. Dans un marché du travail qui, on le sait, est tendu pour aller acquérir les talents, pour les garder avec soi, ça reste des outils complémentaires au salaire, des périphériques de rémunération qui sont absolument indispensables et qui font partie intégrante des packages de rémunération. Si vous aviez posé une obligation avec un montant obligatoire, tout de suite, l'effet de comparaison de deux propositions de valeur sur la base de deux packages obligatoires a moins de force que quand vous laissez une entreprise faire valoir le montant qu'elle veut bien distribuer et qu'elle consent à distribuer sous cette forme-là. Donc c'était important de laisser de la compétitivité, enfin, dans la façon de décider du montant qu'on va redistribuer. Donc ça c'était la première partie de la question. La deuxième partie de la question portait plutôt sur l'actionnariat salarié. Oui, je trouve que le texte manque un peu d'ambition sur le sujet de l'actionnariat salarié. Alors en France, on est à la fois des bons et des mauvais élèves sur le sujet, c'est-à-dire qu'on a un grand fossé qui sépare les grandes entreprises des plus petites, encore une fois. On a 75% des entreprises du SBF 120 qui associent leurs collaborateurs au capital. Ça, elles le font régulièrement. Mais de l'autre côté, on a à peine 9% des PME qui, elles, pratiquent l'exercice. Ouais. Parce que c'est compliqué. Thibault le disait, le sujet de l'actionnariat salarié, c'est pas le premier véhicule ou le premier outil qu'on va utiliser pour partager la valeur. On a d'abord besoin de construire un socle avec la prime de partage de valeur, l'intéressement, le PE, l'abondement. C'est quand même des bases. Et une fois qu'on a fait ça, on peut se projeter dans l'étape d'après du partage de la valeur. C'est souvent le dernier étage de la fusée. Et comment j'associe mes collaborateurs au capital. Et c'est compliqué parce qu'il faut valoriser l'entreprise, parce qu'il faut une expertise indépendante, parce qu'il faut sécuriser le champ des exonérations et des calculs de valeur d'entreprise. Il faut également savoir assurer la liquidité sur ces titres et ces actions, ce qui n'est pas évident. Donc il y a plein de complexités derrière. Donc le texte, il traite le sujet sous deux angles. Le premier qui est ce plan de partage de la valorisation de l'entreprise, qui est peu ambitieux parce que le montant qu'on arrive à en restituer aux collaborateurs en exonération de contributions sociales et d'impôts est à 5% de 75% du plafond annuel de sécurité sociale, donc c'est moins de 2 000 € par personne. Donc ça, pour des plans qui doivent durer au moins 3 ans, donc en 3 ans on n'a pas généré grand-chose en termes de création de valeur. Donc c'est assez déceptif. Au-delà du fait que c'est assez simple à mettre en œuvre, très probablement, mais est-ce qu'on va emmener beaucoup d'entreprises vers ce dispositif-là? J'en suis pas complètement convaincu. L'autre mesure, elle est plutôt technique, elle vise à augmenter les plafonds d'attribution gratuite d'actions dans les entreprises qui vont leur permettre de ne pas se limiter à 10% de leur capital social attribué par plan d'AGA, mais de monter ce taux à 30%, donc ça donne un petit peu d'air, mais ça ne traite pas les plans collectifs. Ça traite des plans discrétionnaires, très généralement, réservés à une portion de la population qui sont plutôt les populations de managers. Donc on n'a pas traité dans cette loi le sujet de l'actionnariat salarié démocratique qui nous intéresse quand on parle de ruissellement et de partage de la valeur. Il faudra peut-être attendre une autre loi. Denis Ferrand, vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Décidément. C'était simplement pour ajouter une précision, effectivement, quand j'évoquais 1,3%, c'est 1,3% des entreprises de plus de 10 salariés qui ont mis en place un dispositif d'actionnariat salarié. Et vous avez 600 000 salariés à peu près qui sont couverts, ce qui fait 4% de l'emploi total qui est concerné par un dispositif, que ce soit un plan d'épargne entreprise, par exemple, ou de l'attribution d'actions gratuites.
Louis Marguerite, alors justement, on a abordé ces questions de placement. Alors peut-être souhaitez-vous réagir sur les aspects épargne salariale. Donc il y a un bilan qui va être fait justement année après année, et puis cette loi, elle est pour 5 ans en fait. Donc on fera dans 5 ans un bilan. Est-ce que, comment vous voyez les choses évoluer? Est-ce que pareil, vous dites c'est une première étape, on n'a pas parlé d'actionnariat salarié, on y viendra peut-être ensuite, histoire d'acclimater entre guillemets les patrons des petites entreprises à faire autre chose peut-être que de la prime PPV, partage de la valeur. Comment voyez-vous les choses? Par nature, je les vois bien. Non, mais je partage d'abord plusieurs points. Le premier, c'est que, et c'est un peu nouveau, c'est que c'est une expérimentation, et si on ne fait rien dans 5 ans, elle s'arrêtera. Ce qui est d'ailleurs, c'est d'ailleurs l'ANI, enfin en tout cas nous on a reproduit l'ANI, alors qu'en général on fait plutôt des choses en disant on fera un rapport, mais si on ne fait rien, ça continue. Donc là on est vraiment sur une logique un peu différente. Ça obligera, oui. J'allais dire, les parlementaires et le gouvernement du moment, dans 5 ans on verra bien, mais surtout ça obligera les partenaires sociaux à rediscuter sur cette question dans 5 ans. J'imagine qu'ils le feront avant, en tout cas ça paraît souhaitable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que... alors, il n'y a pas rien du tout quand même sur l'actionnariat salarié, même si j'entends bien le manque d'ambition. Je note, mais encore une fois, ça a été l'année. On a ajouté 2-3 petits points, mais on a globalement poussé quelques curseurs sur les seuils de distribution, les plafonds de distribution d'actions gratuites. Voilà, ça suffira sans doute pas pour aller à l'objectif qui avait été fixé par Bruno Le Maire en 2017, qui était de 10% en actionnariat salarié. C'est vrai qu'on en est assez loin, et vous l'avez dit, c'est multifactoriel. D'abord, c'est sans doute, bon, évidemment, c'est plus simple de distribuer des actions gratuites quand on est coté, parce qu'il y a une valeur qui est assez peu contestable et assez peu contestée. Ça, c'est le premier point. C'est sans doute aussi, d'ailleurs, des questions d'état d'esprit d'entreprise. Il y en a qui sont très, très en avance, notamment il y a Bouygues, Saint-Gobain, voilà, qui, par nature, en fait, pour plein de raisons historiques, étaient très en avance sur ces questions-là, d'autres beaucoup moins. Alors, on a le plan de partage de valorisation d'entreprise, c'est Thibaut qui en a parlé au début de l'intervention. Bon, alors, malheureusement, c'est une des parties du texte qui est assez fournie, bon, c'est comme ça qu'il a été construit, mais il est assez détaillé. Bon, on espère quand même qu'il y aura quand même quelques expérimentations. Je suis pas sûr que ce sera quelque chose qui sera très, très, très diffusé, mais en tout cas, on peut au moins laisser sa chance au produit. Et on touche ici du doigt ce qu'on essaie de toucher, c'est-à-dire on donne de la valeur future, mais sans franchir, pour certains, et peut-être qu'on la franchira plus tard, mais en tout cas pour certains, la ligne rouge, c'est la ligne de la gouvernance. En tout cas, c'est ce que pas mal de chefs d'entreprise, PME et ETI nous disent en disant moi je vois bien l'intérêt, ça permet pas de dégager du cash tout de suite, je pourrais en ressortir plus tard quand j'aurai les moyens de le faire, et je veux associer, puis ça fidélise, etc. Mais c'est vrai que la gouvernance, je me sens pas encore prêt. Pour plein de raisons opérationnelles ou autres. Et donc ça, c'est ce qu'on a voulu faire dans ce plan de partage de valorisation de l'entreprise. C'est l'article 7 du projet de loi. Et puis dernier point, on réussit en réaction sur l'actionnariat salarié qu'il faut évidemment développer et qu'on rejoigne le peloton de tête, notamment les Allemands et d'autres, sur ces sujets-là. Alors peut-être qu'il y a un peu de canalisation des autres outils, c'est possible, mais surtout il y a sa complexité. Je rêve, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, je pense qu'il serait souhaitable d'avoir on a fait l'accord d'intéressement en 1 ou 2 pages, enfin en tout cas l'accord d'intéressement type, et grâce notamment aux ambassadeurs, et ça a été un des outils d'ailleurs qui a permis de passer de 20 000 nouveaux accords d'intéressement par an à presque 30 000 par an. Ça, c'est une vraie réussite, et c'est d'ailleurs sans doute l'outil de partage de la valeur le plus consensuel. Alors il y a évidemment la suppression du forfait social sur moins de 250 qu'on a abondamment commenté. Il y a eu également la diffusion qui a été faite via la mission des ambassadeurs et via beaucoup d'autres et via beaucoup d'institutions qui se sont déployées sur ce sujet. Mais moi, je rêve d'une certaine façon de l'actionnariat salarié en un format A4 avec un forfait, par exemple. Alors, c'est sans doute un peu pieux parce que c'est évidemment plus compliqué que ça. Il faut une valorisation qui soit pas trop contestée. Il faut forcément un expert indépendant pour la fixer. Mais peut-être qu'on peut réfléchir à quelque chose pour les cas les moins compliqués, les cas les plus simples, à quelque chose peut-être avec un seul intervenant externe pour un forfait et pour une taille peut-être... voilà. Encore une fois, je lance un pavé dans la mare. C'est pas ce qu'on a réussi à faire sur cet exercice-là, mais peut-être que ça peut faire l'objet, ça peut être une brique d'un prochain chantier, alors qu'on n'a pas encore planifié, mais en tout cas, si ce chantier doit arriver
dans les prochains mois, les prochaines années, je pense que ce serait aussi utile parce que je termine par là, quand je suis arrivé sur mon territoire, moi je peux essayer de technocrate à politique, je ne sais pas ce qui est le mieux, mais je suis allé rencontrer des chefs d'entreprise qui m'ont dit c'est très simple, vous baissiez les charges et surtout vous nous foutiez la paix. Mais quand on creuse un peu, évidemment, quand on crée le lien, ils disent surtout si vous voulez faire des choses, faites des choses simples. J'enfonce une porte ouverte parce que j'imagine que j'ai un auditeur qui sera convaincu sur ces questions-là, mais je crois que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et donc tout ce qu'on fait de façon simple, c'est ce qui marchera. Donc voilà, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est utile de le rappeler. Merci beaucoup. Alors Thibault Langsat, vous dites régulièrement qu'un meilleur partage de la valeur créée, c'est source de plus d'implication, de dialogue social, d'attractivité. Alors aujourd'hui, il y a quand même une guerre des talents. Les entreprises recherchent à peu près les mêmes profils. Comment on peut démontrer à des chefs d'entreprise que c'est un plus? On parle aussi des packages avec tout ce qui est lié aux mutuelles et autres. On ne regarde pas forcément que le salaire. Comment on fait pour que les entreprises se saisissent de ces outils de manière intéressante? Bon, d'abord, je crois que le premier point dans la situation dans laquelle on est actuellement, le souci premier d'un chef d'entreprise est de recruter, motiver et fidéliser ses collaborateurs. Donc on est dans une situation de plein emploi. Selon les départements, c'est plus ou moins compliqué. Et donc il y a un vrai sujet d'attractivité des petites entreprises. Je vais mettre de côté un peu les grandes entreprises qui ont déjà un certain nombre de dispositifs et qui savent faire la différence. Mais pour les petites et moyennes entreprises, pour les TPE, il y a un vrai sujet d'attractivité. Alors oui, il y a des complémentaires santé. Oui, il peut y avoir des dispositifs de partage de la valeur. C'est la pérennité de ce dispositif et la crédibilité de ce dispositif de partage de la valeur. On parlait tout à l'heure de la prime partage de la valeur. Elle est bien souvent unilatérale. Elle offre peu de lisibilité. Il peut y avoir un historique dans l'entreprise. Il peut y avoir un engagement moral du chef d'entreprise. Néanmoins, elle n'est pas adossée sur des critères qui permettent au moment du recrutement de pouvoir structurer de façon pérenne un accord. Et donc, je reviens au dispositif d'intéressement et de participation. Il est clair que dans les toutes petites entreprises, mettre en place ces dispositifs, c'est tout de même une petite épopée. Ce sont des accords qu'il faut trouver. S'il n'y a pas d'accord, c'est une carence, il faut le mettre en place. Et puis, je le dis, je le redis encore, même si ces dispositifs sont simples, ça met en place un écosystème de contrôle et de surveillance, à la fois par les DIAT, à la fois par les caisses régionales des URSSAF, qui mettent encore aujourd'hui, même si les dispositifs sont simplifiés, un peu de méfiance et de défiance pour émettre ces dispositifs. Après, plus l'entreprise est petite, plus elle a besoin de flexibilité. Et donc, s'il y a des engagements de redistribution et que les résultats ne sont pas là, il y a une forme de réticence pour ne pas se retrouver coincé. Alors, il y a plein de formules qui existent qui permettent de contrer cela, notamment sur une formule dérogatoire de la formule de participation, qui peut être, et qui est déjà à la main d'un chef d'entreprise. Néanmoins, ça reste là aussi une petite épopée. Et je comprends parfaitement que la prime partage de la valeur soit bien adaptée pour cela. Néanmoins, un bon accord d'intéressement, elle permet aussi de fixer un cadre. Bien souvent, il est négocié dans l'entreprise, par conséquent, d'avoir des objectifs tangibles. La difficulté, probablement, de ces dispositifs, certainement d'ailleurs, c'est pas sur la mise en place, c'est la capacité de le faire vivre. C'est la capacité de l'expliquer au mois le mois et de faire courir sur les objectifs, ou en tout cas d'indiquer, en fonction de la performance de l'entreprise, que les résultats sont là. Vous interrogez 80% des Français et vous leur dites au mois de juillet précisément quel est le montant de la participation qu'ils pourraient obtenir, vous avez une réponse qui sera « je ne sais pas ». Donc, il y a un sujet managérial qui est de s'approprier ces outils qui relèvent de la responsabilité du chef d'entreprise pour tout simplement l'utiliser comme un vrai levier pérenne dans l'entreprise. Donc là, c'est un peu dans la balle des entrepreneurs. Le deuxième point qui reste tout de même une petite complexité, c'est que ce sont des dispositifs aussi qui alimentent l'épargne et la nécessité d'alimenter ces dispositifs. Et si je fais un focus là aussi sur les petites et moyennes entreprises, c'est là où vous avez une concentration forte des rémunérations au SMIC, en tout cas des bas salaires, et donc ce sont déjà des populations qui ne sont pas forcément appétentes